Mesdames, Messieurs, bonjour. 25 ministres, 5 secrétaires d'État, le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye se veut une équipe de rupture. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donné des orientations qui convergent vers le mieux-être des populations. Le secteur privé national, créateur de richesses et d'emplois, fait partie des segments sur lesquels l'État pourrait compter. Ce dimanche 7 avril, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, DIAPO. Bonjour Ousmane, merci, bienvenue. Bonjour Omar, merci, je suis ravi de me retrouver dans vos studios et particulièrement heureux de prendre part à cette belle émission, Point de vue. Je vous en prie. Alors, quels sont les premiers éléments d'appréciation que vous avez de cette équipe qui vient d'être formée? Les profils, la taille, les orientations? Naturellement, c'est une appréciation positive parce que, comme la plupart des Sénégalais l'ont constaté, en grande partie vos confrères de la presse, l'annonce de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale inspire à la fois crédibilité et confiance. Et c'était important dans ce contexte de retrouver ces deux paramètres essentiels dans les relations entre gouvernants et gouvernés. Maintenant, c'est une équipe qui a des profils, on va dire, de novices dans le domaine et dans la fonction, mais qui a aussi l'avantage de regrouper des personnalités dont le dynamisme et les compétences sont bien connus dans leur vie antérieure. Donc, de ce point de vue-là, nous estimons que l'équipe rassure aussi davantage dans le choix des profils. Oui. Vous en connaissez certaines? Absolument, absolument certaines personnalités nous parlent beaucoup. Je commencerai bien sûr par Serigne Gueye Diop au niveau du ministère du Commerce, ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ancêtre du ministère du Commerce, qui vient remplacer un ministre qui a été d'une grande compétence, qui a été d'une grande intelligence politique, Abdou Karim Fofana, qui a fait un excellent travail avec les commerçants en général et le secteur privé. Il y a également Abdourahmane Diouf, je pense que nous connaissons très bien, parfaitement au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui aussi est, au-delà du fait qu'il est professionnel du commerce international, a une bonne connaissance des enjeux liés surtout au métier et au développement. Et c'est à cela qu'il faut préparer notre jeunesse et notre pays. Et également M. Guirassy, notre ami Guirassy de l'Éducation nationale, qui est un homme du Sérail, qui est éducateur lui-même et qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine. Nous connaissons également, je pense, bien sûr, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je devrais commencer par le Premier ministre lui-même, que nous connaissons très bien, avec qui nous avons pas mal travaillé dans une vie antérieure, quand il était au niveau des impôts et domaines. Et enfin, bien sûr, je pense le ministre des Finances et celui de l'économie. D'accord. Donc, en clair, c'est des profils qui vous rassurent. Alors, la lutte contre la vie chère, l'amélioration du pouvoir d'achat figurent en bonne place dans les missions assignées. C'est vous, pratiquement, commerçants et industriels, qui tenez le marché, donc l'alimentation, les denrées de première nécessité. Alors, qu'est-ce qu'il faut quelles sont les conditions à remplir pour permettre à l'État d'arriver à cet objectif-là de réduire le coût de la vie? Le coût de la vie est de plus en plus cher dans notre pays et partout dans le monde. Ce n'est pas une spécificité du Sénégal. Donc il faut bien qu'on le comprenne. Et il me semble que les Sénégalais le comprennent parfaitement. Maintenant, votre question est difficile parce que si on savait d'une baguette magique ce qu'il faut faire tout de suite pour desserrer le coût de la vie, l'alléger, l'assouplir, on n'aurait pas hésité. Le contexte est difficile parce que d'abord, plus spécifiquement pour notre pays, nous sommes dans une économie extravertie où l'approvisionnement du marché est assuré par des activités d'importation. Donc, du coup, nous sommes obligés de transférer dans le marché intérieur l'inflation internationale que nous trouvons au niveau du marché. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a un rapprochement à organiser entre l'État et le secteur privé commerçant, notamment importateur, pour examiner davantage les conditions justement d'approvisionnement
et de contractualisation que nous avons avec les professionnels du marché international pour voir à ce niveau qu'est-ce que l'État peut donner en termes de facilité, n'est-ce pas, sur les coûts des transactions, sur le taux de change et sur les garanties qui sont demandées aux commerçants et aux importateurs. À cela s'ajoutent également les charges qui sont liées à celles du transport maritime et de toutes les autres charges qui se rapportent justement au traitement de la marchandise une fois arrivée à Dakar. À ces niveaux, je pense que c'est surtout à ces niveaux que le gouvernement pourrait explorer en rapport avec les commerçants et les importateurs les niches possibles, n'est-ce pas, de gains, de réduction de coûts, en revisitant justement tout le dispositif de facturation, tout le dispositif, on va dire, de charge qui est simplement adossé à la marchandise une fois que ça franchit les frontières du pays. Enfin, je pense que l'une des conditions absolument nécessaires pour arriver à consolider déjà ce travail on va dire, de stabilisation des prix et de trouver le moyen de contenir l'inflation, parce que ça a été déjà commencé. L'une des conditions primordiales, c'est d'asseoir avec les commerçants et les importateurs un cadre étroit de dialogue, de concertation et d'échange pour examiner ensemble toutes les possibilités qui peuvent s'offrir. Mais vous l'avez dit, le principal problème, c'est qu'on est dans une économie extravertie. Mais maintenant, évidemment, la solution, c'est d'inverser la tendance. Oui. Comment y arriver? Alors, la solution est d'inverser la tendance, certainement pas dans l'immédiat, parce qu'il faut que les Sénégalais continuent à s'approvisionner. Omar, il faut bien que les Ndiobènes continuent à avoir leur ndogu, n'est-ce pas? Et au-delà, continuent bien sûr à faire face aux besoins alimentaires de leur famille. Et pour ça, nous devons encore recourir à l'importation. Naturellement, il faudra parallèlement renforcer et réengager toutes les dynamiques nécessaires pour autonomiser l'activité de production qui permettra à notre pays de se prendre en charge sur le plan alimentaire. Et pour ça, il faut absolument qu'on revisite les bases productives du pays pour voir dans quelle mesure notre système de production endogène, sur le plan agricole, sur le plan industriel, puisse porter justement l'activité de production de biens et de services. Donc, il faut retourner à l'agriculture. D'accord, la souveraineté alimentaire, d'ailleurs, ça fait partie des axes stratégiques de cette nouvelle équipe. J'en reviens, mais il faut quand même qu'on examine la réalité en face. Et je vais donner un exemple assez facile qu'on vit tous les jours. Le boutiquier du coin, qui est l'intermédiaire direct du consommateur. Voilà, il augmente le prix comme il veut. Et lorsqu'on demande, et l'explication est remontée jusqu'aux grands commerçants que vous êtes, finalement, le consommateur est pris en otage. Donc, dans le partenariat qui est attendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut poursuivre les efforts qui sont engagés. À ce niveau, il y a des efforts importants qui ont été faits. Cette question d'augmentation des prix, de respect des prix homologués, des prix dictés a toujours été un procès opposé aux commerçants, qu'ils soient des commerçants détaillants ou grossistes dans les marchés. Mais en réalité, la relation boutiquier, commerçant, consommateur est une relation si étroite qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait d'autres intervenants, encore moins l'État. Ce qu'il faut, c'est de leur aménager les bonnes conditions de travail qu'il faut pour que le commerçant puisse naturellement se conformer aux marges qui sont définies et se conformer bien sûr au niveau de prix qui sont indiqués. Mais sur le plan structurel, nous pensons qu'il y a des corrections à apporter dans la configuration et dans les modalités de fonctionnement des différents stades de commerce. Les commerçants boutiquiers individuels qui sont dans nos quartiers, mais ont de faibles capacités de stock et s'approvisionnent au jour le jour. Ils n'ont pas d'espace où stocker de la marchandise pour une semaine, pour 10 jours, pour 15 jours. Donc vous voyez le rythme auquel ils sont obligés
d'opérer des rotations d'approvisionnement. Ça peut justifier des Pas augmentations forcément, à tout mais va? non, pas Parce que forcément. c'est Non, à non, quoi on assiste. pas forcément, mais la difficulté que je cherche à pointer, c'est le fait qu'il a une série de coûts, n'est-ce pas, de coûts récurrents qui viennent toujours se greffer à la structure du prix. Parce que quand il fait transporter une demi-tonne de riz, Oui. voilà, par un chariot, une charrette, etc., il faut Il y a bien une qu'il charge. la paye. Il y a une charge. Et cette Qu'on charge, répercute sur le il faut prix, que quoi. quelqu'un la supporte. Ça, c'est important. Je pense que ces boutiquiers-là sont aussi des victimes et il va falloir renforcer leur capacité organisationnelle. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il est important de réfléchir sur des modalités de mise en place de plateformes de services qui leur permettront de s'approvisionner plus convenablement, plus facilement et pourquoi pas mettre à leur disposition une centrale d'achat qui leur permettrait justement de les livrer directement à les affranchissant des coûts. Ça, c'est un problème, mais est-ce que il y a aussi une autre difficulté relative au contrôle des prix? Est-ce que là aussi, qu'est-ce que l'État peut faire? Il peut user de son pouvoir régalien ou Mais absolument. Quel est le problème qu'on a pour maîtriser les prix? Alors, fondamentalement, le problème qu'on a, c'est que l'État ne peut pas mettre un agent devant chaque boutique ou derrière chaque commerçant. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est matériellement pas possible et certainement pas... c'est même pas rationnel pour envisager. Je pense que ce qu'il faut, c'est renforcer davantage la sensibilisation et d'essayer d'aller au fond de choses. Je pense que c'est une question qui a toujours été abordée sous des angles qui ne permettent pas d'aller au fond des problèmes. Je viens de l'évoquer, les boutiquiers ont des problèmes d'approvisionnement auprès des grossistes. Alors, le rétablissement des stades de commerce fait revenir un acteur qui légalement était exclu du dispositif, qui est le demi-grossiste. Donc c'est des situations de fait auxquelles on est obligé de faire face pour trouver les meilleures solutions possibles. À ce niveau, encore une fois de plus, je pense qu'il est possible de réaménager les conditions d'approvisionnement et de facilité d'accès aux boutiques de détail pour leur permettre justement de ne pas connaître des coûts cumulés qui sont obligés de répercuter sur la marchandise. Mais en somme, in fine, commerçants et consommateurs ne peuvent que dépendre sur la surveillance du marché. Il faut naturellement que les services du ministère du Commerce, qui se sont toujours déployés, continuent à le faire pour soutenir ces dynamiques-là de baisse et de maîtrise des coûts. L'union des commerçants et industriels, ça rime bien avec l'articulation ministère de l'Industrie et du Commerce. Est-ce que ce sont des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour atteindre les objectifs? Mais absolument, absolument. Je devrais même d'emblée, avant d'aller au fond de la question, me réjouir de l'appel du chef de l'État, qui, une fois de plus, a tendu la main au secteur privé à juste raison et, naturellement, s'est engagé à le soutenir pour qu'il soit un secteur privé fort et, pour reprendre son terme, un secteur privé fort parce que soutenu par l'État et les populations. Donc, il est fondamental que l'État comprenne que son secteur privé est d'abord son premier bras armé et son relais auprès des populations et naturellement de toutes les activités qui permettront de réaliser les objectifs de bien-être que son gouvernement s'est fixé. Et ce soutien-là serait de quelle nature? Par exemple, pour ce qui vous concerne, le secteur privé commerçant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous permettre d'aller vers la réduction du coût de la vie, par exemple? Je le disais tout à l'heure, en filigrane, je veux dire, tout de suite, c'est au risque de trahir un peu les secrets du secteur privé ou simplement de ravir la vedette au gouvernement. Je pense qu'il vaut mieux, ce qui est fondamental en tout cas, c'est tout de suite de mettre en place le cadre de dialogue et de concertation qu'il faut entre l'État et le secteur privé. Il est important que les décideurs publics et les leaders du secteur privé se retrouvent pour accorder leur violon et échanger des données.
C'est fondamental parce que, comme je l'ai rappelé tout de suite, nous sommes dans une économie extravertie. L'essentiel de ce que nous avons besoin pour approvisionner le marché, il est importé, que ce soit des matières premières ou des produits finis. Donc, il faut que l'État et le secteur privé se retrouvent pour voir dans quelle mesure toute cette activité peut être poursuivie, mais de manière plus allégée en termes de coûts pour le pays et pour les consommateurs. Maintenant, il faut que parallèlement aussi une réflexion profonde soit engagée sur la mise en œuvre des objectifs que le gouvernement s'est fixés. Et je rappelle que le Premier ministre a fixé et identifié, on va dire, 5 directions d'action, de ce que j'ai compris, de la jeunesse à la sécurité, en passant par l'emploi, l'entrepreneuriat, la souveraineté économique, la vie chère, et les questions de stabilité et de sécurité. Bien sûr, je pense qu'il faut aussi répondre à la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Et dans un pays qui fonctionne naturellement, cette activité elle est dévolue de création de richesses et d'emplois et dévolue au secteur privé. D'accord. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui au secteur privé de se relancer de manière à soutenir les besoins d'emploi des jeunes? C'est une question intéressante sur laquelle le secteur privé est tout à fait disposé à discuter avec le gouvernement. Oui, c'est une question d'ailleurs que j'allais aborder, le volet emploi. Vous l'avez rappelé, le chef de l'État compte bien s'appuyer sur vous pour le faire. Maintenant, le secteur privé aussi a des attentes à ce niveau-là, au niveau création de richesses et d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut là aussi? Le secteur privé a toujours eu des attentes et j'allais même dire que c'est sa vocation de créer de la richesse en permanence et des emplois en permanence. L'emploi est toujours une des conséquences des interventions du secteur privé en termes d'investissement et de création de richesses. C'est une résultante. La vocation du secteur privé, en priorité, c'est la création de richesses. Et c'est la richesse qui génère justement l'emploi et toute la croissance dont le pays a besoin pour faire face à ses besoins de bien-être. Donc, fondamentalement, le secteur privé a toujours besoin d'un environnement propice à son activité de développement de richesse. Quand dans la comptabilité des entreprises, ces deux postes, électricité, voilà, et charges fiscales, continuent de grever le budget des entreprises, il est très difficile pour notre secteur privé domestique de faire face justement à sa vocation naturelle de création de richesses ou de création massive de richesses et d'emplois. Il pourra toujours en créer, mais pas suffisamment justement pour porter la croissance aux espérances qui sont fixées qui sont attendues par les populations et le gouvernement. Électricité et charges fiscales, c'est ça? Oui, j'ai donné ces exemples-là. J'ai donné ces exemples-là pour pointer la lancinante question d'un environnement des affaires tout à fait adapté à l'activité de création de richesses. Et ce qui prime dans l'activité de création de richesses, c'est de permettre tout de suite aux entreprises de puissent se préserver et de se maintenir dans le marché, parce que nous sommes dans un marché de plus en plus concurrentiel. Il faut tout faire à défaut de pouvoir rendre nos entreprises riches, de faire en sorte qu'elles arrêtent de mourir et d'aller en faillite. Le pays n'en a pas besoin et on n'a pas les moyens de connaître des faillites importantes de l'entreprise. Naturellement, il faut continuer aussi à densifier le tissu économique du pays et c'est un tissu qui est fait de petites et moyennes entreprises. Une des niches fondamentales de l'emploi dans notre pays se trouve dans le secteur informel. Ouais. On est dans un pays où 98% du tissu économique évolue dans le secteur informel. Alors, dans un pays qui est confronté à ce grand besoin d'emploi, je pense que ça coule de source qu'il faut s'en occuper. Parce que pendant très longtemps, on a fait de ce secteur un secteur économique par défaut. Et probablement, peut-être que c'est même le secteur économique de prédilection, en tout cas qui consacre le plus grand nombre c'est lui qui consacre le plus grand nombre d'intervenants, surtout au niveau des jeunes et des femmes, et dans tous les secteurs d'activité. Je pense qu'il est temps de se concentrer sur le secteur informel. Il faut quoi? Il faut formaliser cette économie informelle-là et le financer? Oui, il faut le financer, le formaliser. C'est un peu chargé, la formalisation. Si la formalisation ne renvoie pas seulement à la fiscalisation, il faut la formaliser. Mais il faut aller au-delà, il faut la moderniser et l'intégrer dans
dans le tissu économique, et notamment en passant par des filières, justement des filières qui permettent que ce secteur informel-là puisse se retrouver dans des conditions optimales pour donner le meilleur de lui-même en matière de productivité. C'est ce qu'il faut. Et dans l'espace agricole, je pense qu'il y a lieu de réfléchir également sur la possibilité de développer de manière spécifique ce qui pourrait être des petites et moyennes entreprises agricoles avec des conditions cadres qui sont tout à fait adaptées au secteur agricole, de manière à ce que les gens puissent également décider d'aller s'installer dans les milieux agricoles, d'aller s'installer dans cet environnement-là pour soutenir l'activité de production et faire face à la réalisation des objectifs. J'ai cru comprendre dans votre propos que le défaut de formalisation de ce secteur informel, on va se répéter, oui. Peut entraîner des difficultés en termes de fiscalité, etc. Parce que, évidemment, une économie informelle ne peut pas générer aura des difficultés pour générer des recettes fiscales, non? Oui, oui, absolument. Dans l'immédiat, ça peut être difficile, mais je pense que c'est un secteur qu'il faut préparer, qu'il faut moderniser, qu'il faut soutenir pour qu'il puisse générer des petites et moyennes entreprises capables justement de participer, capables de générer suffisamment de recettes pour que l'État puisse en tirer une partie. Et pour faire face au financement des investissements publics. Ça, c'est important. Dans un pays normal et démocratique, je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'envisager que tous les agents économiques puissent donner leur contribution, n'est-ce pas, à l'effort de construction nationale. Donc ça, ce n'est pas un problème. La question est de voir quelle est la bonne modalité, quel est l'angle d'attaque qu'il faudra définir pour permettre justement cette transition-là de l'informel vers le formel, que ce soit une transition réussie. Il ne faut pas que ce soit un mouvement justement qui fait peur, un mouvement qui fait fuir ou un mouvement simplement qui risque de faire disparaître les entreprises. On a aujourd'hui besoin d'avoir encore davantage d'entreprises que d'en faire disparaître. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose à imaginer et de voir dans quelle mesure on peut diversifier les outils d'intervention et les angles d'attaque. Parce que la formalisation ou les modalités de formalisation ou de modernisation, en tout cas, peuvent varier d'un secteur à un autre et même au sein d'un même secteur, d'une filière à une autre. Alors, en parlant de défis et contraintes, c'est vrai, vous aimez bien parler de charges fiscales, le secteur privé, mais ça, on va le rappeler, on a quand même aujourd'hui des fiscalistes à la tête de ce pays. Hein. Est-ce que vous risquez de ne pas échapper là? C'est erreur. Oui, non, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai qu'on a des fiscalistes à la tête du pays, son Excellence le Président de la République, son Premier ministre et même une bonne partie des membres du gouvernement, notamment le ministre, je pense, de l'Énergie et probablement d'autres ministres. Mais c'est aussi une chance d'avoir des hommes politiques qui ont la vision, qui sont des démocrates. C'est des démocrates convaincus et qui ont aussi, je pense, pris la pleine mesure des attentes du pays pour comprendre qu'aujourd'hui, les priorités vont dans le sens de soutenir davantage le secteur privé. D'éviter peut-être une pression fiscale qui serait préjudiciable à l'économie. Mais absolument. Il faut y aller un peu avec prudence. Il faut y aller de manière concertée, avec intelligence, avec méthodologie et avec rationalité dans les approches, de manière à ne pas trop déjà surcharger les entreprises qui portent le paiement de l'impôt et organiser progressivement le desserrement de l'étau sur ces entreprises-là pour inviter au fur et à mesure les petites et moyennes entreprises qu'on aura aidé à accéder à plus de financement, qu'on aura aidé à accéder à plus de formation professionnelle et qu'on aura aidé à asseoir un minimum de conditions de modernité pour faire face à ces obligations. Il faudra quand même trouver, identifier les niches de gaspillage. Absolument. Et évidemment, naturellement. Il y a déjà un travail, je pense,
d'évaluation et de rationalisation qu'il faudra faire pour y arriver. Alors maintenant, il faut lever les contraintes, oui, mais le secteur privé national quand même a ses problèmes, a ses faiblesses. Aujourd'hui, il faut aussi faire une réflexion interne et peut-être voir ce qu'il faut corriger dans les difficultés que vous avez. Les faiblesses, disons, pour me répéter. Oui, le secteur privé national, comme tous les autres secteurs de la vie du pays en général, comme le secteur de la politique, a ses difficultés, a ses faiblesses, mais également a ses forces, ses avantages. Donc, naturellement, il va falloir aussi que le secteur privé fasse son introspection, s'auto-évalue et se réadapte au nouveau contexte. Parce qu'à chaque situation nouvelle appelle un raisonnement nouveau, naturellement. Donc le secteur privé va s'ajuster. Nous avons suffisamment de responsabilités et, on va dire, et d'expérience pour comprendre que naturellement ce pays a amorcé une dynamique de changement systémique ou de transformation systémique, pour reprendre le Premier ministre. Alors, cette transformation-là systémique, il va falloir l'accompagner, l'anticiper. Ça vaut mieux que de la subir. D'accord. Donc, le secteur privé, pour être un peu plus clair, le secteur privé sera au rendez-vous du dialogue public-privé avec l'État. Il va plutôt se réorganiser en interne, naturellement, et saura parfaitement s'adapter à la situation pour faire face aux nouveaux enjeux. D'accord. Alors, votre apport est attendu dans l'objectif de souveraineté alimentaire. Tout à l'heure, on parlait de cette nécessité d'aller vers une production assez conséquente pour adresser cette problématique de la vie chère. Aujourd'hui, l'agriculture également doit générer des emplois. Et là aussi, je donne l'exemple du riz, emblématique des denrées de première nécessité ici au Sénégal. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès dans la production au plan local. Mais on ne peut pas réussir le pari sans un vrai investissement du secteur privé, justement, dans ce domaine-là. Est-ce que, véritablement, vous êtes carrément dans ce secteur agricole? Le secteur privé est carrément dans tous les secteurs, agricoles et non agricoles. Et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sa vocation naturelle, c'est de faire de la richesse. Il est présent forcément partout où il est possible de faire de la richesse. En d'autres termes, le secteur privé est présent et engagé partout où il y a de la profitabilité. Et ça, c'est fondamental. Maintenant... je pose la question parce que... Oui. Souvent, les commerçants et industriels voudront tout le temps aller importer. Oui. Voilà, ce profil extraverti de l'économie les arrange un peu. Oui, Omar, mais oui et non, pas forcément. Ouais. Les arrange ce qui est paradoxal, s'il est plus facile, et ça devrait pas être le cas, mais malheureusement c'est le cas, s'il est plus facile d'acheter du riz à la Thaïlande, au Brésil ou en Inde, de le mettre dans un bateau, de payer le transport maritime, de payer les assurances, de payer toutes les charges, en levant un financement à la banque ou sur la base d'une lettre de crédit, d'arriver à Dakar, de le déporter, de payer toutes les charges, de transporter le riz jusqu'à son magasin, il arrive plus compétitif que le riz qui est produit à 240 km de Dakar ou 270 000 de Dakar. Vous pensez qu'il y a moins de charges sur toute cette chaîne-là? Mais absolument. Ah bon? Mais absolument. On a un c'est gros un problème de compétitivité du riz. À chaque fois que vous voyez un commerçant faire des centaines de milliers de kilomètres pour aller chercher un produit qui est disponible chez lui, c'est parce que ce produit-là est 100 fois plus compétitif que ce qui est disponible chez lui. Alors que nous avons la terre, nous avons bon, peut-être moins d'eau, mais évidemment, il y a des conditions qui sont là pour quand même aller investir dans le secteur agricole et produire du riz, par exemple. Mais il nous manque l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce sont les deux acteurs
qui doivent rendre possible cette opération ne se sont pas toujours accordés sur les modalités de mise en œuvre. Lesquels? Mais l'État et le secteur privé. Okay. Quand l'État a voulu des logements, qu'est-ce qu'il a fait? L'État a dit, mais je mets à disposition des terres, venez me construire des logements. C'est ce qu'il faut faire dans le... Mais absolument. Okay. Il faut que l'État s'occupe des aménagements, de la préparation de l'environnement. Parce qu'un investissement, il est toujours posé dans un environnement qui est déjà préparé. Si nous voulons que l'investissement soit porteur et qu'il soit profitable au pays. Parce que ce secteur privé sénégalais et africain en général n'a pas les moyens aussi. Mais on a vu quand même des privés internationaux oui. investir dans l'agriculture. Mais parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que le secteur privé domestique. Le capital international est de loin plus compétitif que notre capital. Tout ce que vous mettez dans cette chaîne d'importation-là, si vous l'investissez dans l'agriculture au plan national, on peut en faire des choses quand même. Oui, en principe, si c'est investi dans l'agriculture au plan national, mais dans des espaces qui sont préparés à cet effet, ça devrait marcher. Encore une fois de plus, nous ne pouvons pas seuls porter toutes les questions d'investissement, depuis la préparation des sols, leur aménagement et la mise en place d'un minimum d'infrastructures d'exploitation. Il y a des charges qui reviennent à l'État. Mais absolument. Il y a absolument des charges qui reviennent à l'État. C'est pourquoi je pense que ça doit être ça ne devrait pouvoir relever que d'une opération coordonnée entre l'État et le secteur privé. Si, dans ce cadre-là, il peut y avoir des partenariats qui sont mis en place, oui, le secteur privé n'hésiterait pas une seule seconde. Parce que le secteur privé cherche du profit, mais peut gagner raisonnablement sur les investissements qui sont opérés dans notre pays si l'État, justement, lui donne la garantie, ou en tout cas le préserve de tous les risques de perte et de déperdition. Parce que c'est ça un peu fondamentalement les contraintes que nous avons. L'argent que nous pouvons mobiliser à des fins d'investissement coûte 2 fois ou 3 fois plus cher au Sénégal qu'ailleurs, que dans les pays d'origine d'où viennent les investisseurs étrangers. Ce qui fait qu'arriver ici à Dakar, ils sont de loin plus compétitifs que nous. Et nous sommes dans un marché concurrentiel. En tout cas, les terres existent dans la vallée, dans le sud du pays, partout. Oui, mais malheureusement, la seule existence des terres ne suffit pas. Il faut les préparer, il faut les aménager. Et ces coûts de préparation et d'aménagement, ce sont des coûts suffisamment importants sur lesquels il faut absolument l'intervention de l'État. Dans le dialogue nécessaire aujourd'hui avec l'État, il faudra peut-être poser ces problèmes. Absolument, je pense qu'on va... Le défi de la souveraineté peut régler le problème des prix qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi l'agriculture, on peut se baser sur le secteur pour créer beaucoup d'emplois. C'est ce qui est d'ailleurs souhaité. Mais absolument, on est tout à fait en phase et je pense que le secteur privé est dans ces dispositions-là, nous n'hésiterons pas. Nous répondrons à l'appel de l'État, nous participerons activement aux recherches de solutions, à la réflexion. Nous chercherons à mobiliser les moyens qu'il faut, mais également nous indiquerons à l'État les contraintes qui se poseront devant nous pour qu'on puisse examiner les voies et moyens de les lever ensemble. Très bien. Le secteur des hydrocarbures, beaucoup de bonnes perspectives avec l'exploitation prochaine de ces ressources-là. Ici également, il était évoqué le contenu local. Une loi a été votée, des structures de suivi et de mise en œuvre mises en place. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut aller de l'avant et accentuer le processus de mise en œuvre. Je pense qu'il faut maintenant marquer le pas et aller un peu plus vite. Vous l'avez rappelé, le régime juridique qui est fait de la loi et du décret d'application sont mis en place. C'était des conditions absolument nécessaires pour organiser justement la naissance et le développement de transactions ou de relations de collaboration entre le secteur privé domestique et les majors qui sont dans l'exploitation de ces ressources-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour y arriver. Il faut capaciter le secteur privé national. Ce sont des métiers et des compétences qui permettent d'asseoir des opérations de collaboration avec les majors. Or, ces métiers-là ne sont pas suffisamment répandus chez nous. Donc, il faut former. Deuxièmement, il faudra bien mettre l'accent sur la formation, j'insiste là-dessus, parce que c'est une condition sine qua non. Il faut absolument qu'on ait des ouvriers qualifiés, qu'on ait des techniciens supérieurs qui sont parfaitement à niveau,
connaît tout le personnel technique que les majors ont besoin pour organiser, pour prendre en charge leurs préoccupations de support. Parce qu'il s'agit justement d'organiser toute une activité de support à celle qui est déjà mise en œuvre sur le terrain par les ingénieurs. Sur un autre plan, en plus de la formation, il faut également rendre disponible l'outillage moderne pour porter ces compétences-là. Et de ce point de vue, notre artisanat devra être modernisé. Il faut aller vers ça. Nos artisans ne sont pas encore au fait au fait de la technologie pour proposer à nos ouvriers justement... Tout ça, c'est la formation, c'est le domaine de... Oui, c'est aussi de la formation, mais c'est aussi de la technologie. C'est une technologie appropriée qui est adaptée à l'outillage, qui doit être disponible dans le pays. Soit on l'importe, parce qu'on n'aime pas dire ça, mais soit on crée les conditions de montage de ces outils-là qu'il faut pour intervenir au niveau des chantiers. Parce qu'il faut que des gens aient des bottes, il faut qu'ils aient des gants, il faut qu'ils aient des tenues, il faut qu'ils aient des casques, etc. Il faut qu'ils aient des outils pour intervenir, n'est-ce pas, pour exercer leur métier. L'idéal, c'est de produire tout cela à l'interne. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Maintenant, il faut qu'on soit rationnel, il faut qu'on commence à nous approvisionner et de regarder dans l'approvisionnement-là quels sont les outils qui sont à portée de main et capables d'être dans l'activité de reproduction peut être portée par notre artisanat ou nos petites et moyennes entreprises. Et enfin, il faut régler la question du coût de l'accès et du coût du financement. Parce que si le contenu local offre des opportunités de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises sénégalaises, il est important qu'elles puissent accéder justement à un financement compétitif. C'est pourquoi j'associe accès et coût. Il faut que ce financement-là puisse être suffisamment compétitif pour leur permettre de rester dans les marges qui permettent justement, les marges qui sont éligibles à cette sous-traitance-là. Autrement, ça va être très compliqué. On verra toujours des majors créer leur propre start-up ou faire venir de leur pays des start-up qu'ils mettront à contribution. Ça, vous n'allez pas être en reste, vous n'allez pas accepter ça en tant que privé national. Vous allez vous mobiliser pour carrément être dedans. Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Ça se fait, il y a déjà des efforts importants qui sont faits dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a pas mal de contrats de sous-traitance qui ont été noués entre les petites et moyennes entreprises sénégalaises et les majors. Maintenant, je dis qu'il faut accélérer le processus, il faut l'intensifier pour qu'on ait un très grand nombre, qu'on maximise les possibilités de sous-traitance pour faire face aux besoins urgents d'emploi, justement dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est une des niches très importantes de création d'emplois, d'abord de consolidation des emplois existants et aussi de création de nouveaux de former, emplois. Quoi. Absolument, de former. Et ça permettra également à d'autres petites et moyennes entreprises de pouvoir grandir ou de capter des opportunités de se regrouper, n'est-ce pas, pour renforcer leur capacité organisationnelle et envisager leur autonomie dans le marché. Donc, c'est une niche importante qu'il faudra bien exploiter et au préalable bien explorer. J'allais oublier, je pense aussi qu'il faut qu'on regarde ensemble avec l'État la question des marchés publics. C'est aussi une grosse opportunité de consolidation et de création de nouveaux emplois. L'État est un gros consommateur de biens et de services et il est obligé de le commander auprès du secteur privé, mais il y a encore des contraintes d'accès à ces marchés publics-là. Il y a, on va dire, des mesures fortes qui ont été annoncées par l'ancien régime, notamment pour les artisans, les tailleurs. Ce sont des mesures salutaires. Il faut faire le point de la situation pour voir quel est le niveau d'exécution de ces mesures-là et quelles sont les corrections possibles si besoin est pour permettre justement un grand nombre de Sénégalais à accéder justement à ce marché, à la commande publique. Ouais. Alors, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé des réformes majeures en termes de bonne gouvernance. Lutte contre la corruption, la répression de la fraude fiscale, la lutte contre le détournement des deniers publics, etc. D'ailleurs, dans cette lancée, les rapports désormais des corps de contrôle seront publiés. Alors, comment en tant que privé appréciez-vous cette dynamique de bonne gouvernance-là, de réforme? Elle est rassurante, elle est très 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 rassurante. Je pense avoir des signaux à la fois
de sécurité et même surtout, on va dire, d'assurance pour le secteur privé. Vous mesurez les conséquences d'une absence de réforme dans ce domaine-là, dans les activités du privé, l'impact, disons, d'une mauvaise gouvernance dans le fonctionnement de l'économie. Ah oui, c'est une catastrophe. Ressentez. Absolument. Au quotidien, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est une des sources, justement, de développement des pratiques informelles dans notre pays, parce que les gens cherchent à contourner ce qui existe, à contourner la réglementation pour aller plus vite, pour faire face justement à leurs exigences de temps et d'efficacité requises pour que les entreprises puissent être préservées, les emplois puissent être préservés, que les marchés que nous avons puissent être exécutés dans les meilleurs délais. Oui. Donc, plus c'est ouvert et transparent, mieux ça vaudra pour le secteur privé parce que ça permettra d'asseoir un environnement des affaires qui soit un environnement, on va dire, qui force le respect pour tout le monde et qui fonde la confiance nécessaire, justement. C'est la terminologie que je cherchais, qui est absolument nécessaire dans la conduite des affaires. Donc, je pense que le service public devra être réformé, les administrations publiques devront être modernisées. Et j'ai été très ravi et heureux d'entendre le chef de l'État dire qu'il va privilégier, dans le cadre de la modernisation des administrations, l'introduction et le développement des nouvelles technologies. La digitalisation. La digitalisation. Donc, moins il y a de contact direct entre les personnes, moins qu'il y a de risques, justement, de malgouvernance et de ce point de vue-là. Et plus il y a de la sérénité et de l'efficacité dans l'exécution des requêtes du secteur privé. L'autre enseignement que j'en tire, c'est aussi probablement la possibilité pour le gouvernement de fixer à ses administrations des objectifs. Oui, mais au-delà des objectifs, des indicateurs de performance. Il faut que l'activité publique aussi se mesure à l'aune de l'efficacité, des objectifs d'efficacité que le gouvernement s'est défini dans le cadre de la mise en œuvre de ces objectifs-là. Oui. Si on doit mettre 2 jours pour exécuter ou pour élaborer un rapport d'une réunion dont les conclusions sont attendues par toutes les parties qui sont engagées dans la mise en œuvre, ce n'est plus la peine. Donc il faut que les timings soient définis. Et ça, c'est important. Pour la sérénité, quoi. Absolument, pour la sérénité de la procédure. Au-delà, bien sûr, des questions de performance qui sont absolument nécessaires. D'accord. Vous appréciez, bien sûr, parce que vous êtes privé, vous êtes intéressé par la situation politique de façon générale. Là aussi, des réformes sont annoncées dans le cadre des changements nécessaires dans le jeu politique, le système politique, je devrais dire, avec les concertations sur la rationalisation du nombre de partis politiques, etc. C'est vrai, on a tous vécu des péripéties de notre vie politique et on sait, en tout cas de votre côté, le privé, ce que ça peut coûter. On parle souvent de risque pays. Heureusement, à chaque fois, notre pays, le Sénégal, s'en sort. Oui. Hein? Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez cela? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les messages, l'appel que le secteur privé lance aux politiques de façon générale pour éviter à ce pays-là certaines tensions préjudiciables à notre économie de façon générale? Aux politiques de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans le pays et aux commandes. Ils ont forcément besoin du secteur privé. La preuve, aujourd'hui, pour faire face à la problématique de la vie chère, il faut le dire, le gouvernement actuel a besoin de son secteur privé. Oui. Et c'est ça la réalité. Donc la politique, si on veut dire, est un peu, on va dire, le contenant, n'est-ce pas, du projet, on va dire, de réalisation de l'objectif fondamental de bien-être de tout un pays, mais le contenu est éminemment économique parce que c'est cela qui fonde un peu, qui permet
aux populations d'asseoir leur citoyenneté, d'asseoir leur dignité également et de pouvoir exercer convenablement ce qui est attendu en termes de contribution. Donc, le secteur privé a un mot à dire, c'est fondamental. Et il faut bien aussi qu'on comprenne que c'est vrai que collectivement, le secteur privé en tant qu'entité est apolitique. C'est ce à quoi nous astreignent nos textes et les conditions de gouvernance de nos organisations, qu'elles soient consulaires, patronales ou professionnelles. Mais la politique ne vous laisse pas indifférents. Elle ne nous laisse pas indifférents. Elle impacte considérablement la vie de nos entreprises et nos activités au quotidien. Nous les avons durement vécues ces derniers temps, depuis 2021, depuis mars 2021 jusqu'à nos jours. Je pense qu'il est important à ce niveau même de réfléchir sur la possibilité systématiquement de mettre en place des cadres de dialogue entre les secteurs politiques et les secteurs privés. Je me suis toujours demandé pourquoi le secteur privé n'est jamais invité à donner son avis dans les commissions techniques de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'élaboration de la préparation des budgets, la préparation des programmes. Le secteur privé a son mot à dire sur les investissements publics que l'État doit faire, sur le choix des investissements publics, sur les modèles économiques des projets qui sont portés à la connaissance et à l'approbation de l'Assemblée, et sur la qualité des dépenses publiques qui sont prévues. Et in fine, peut renseigner également sur son agenda d'investissement et de production pour permettre justement à la représentation nationale de prendre la pleine mesure justement de la dimension économique qui s'attache à l'exercice des prérogatives qu'ils ont. Donc le secteur privé est attentif à cette question-là et devrait en tout cas être une partie prenante. Mais la condition préalable, c'est la stabilité. Et là, il y a un message fort à adresser. Absolument. Ouais. Le message, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a déjà annoncé, je vais le répéter. Il dit clairement lors de sa prestation de serment de la dernière fois que la ressource la plus importante de notre pays, c'est de la stabilité. Absolument. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz. Donc ça, c'est fondamental. Et puisque c'est le premier homme politique de notre pays qui le dit, il est important que toutes les parties prenantes puissent le comprendre comme ça et travailler à ce que ce soit un atout fondamental pour notre pays et naturellement un cap irréversible vers lequel nous devons toujours aller. Merci beaucoup Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Merci, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain.